Nous voici dans la troisième partie consacrée à l'étude des résultats. Donc une fois que j'ai lancé le calcul, je peux me rendre ici dans l'onglet Résultats. Nous allons voir que pour les dalles, c'est un petit peu plus complexe que juste pour les poutres, parce que nous avons plusieurs façons d'afficher les résultats. On va commencer directement par les déplacements. Donc pour les déplacements, je vais me rendre ici dans Surface, Déplacement des nœuds. Pour le type de charge affiché, je vais aller ici dans Classe de résultats et je vais choisir la classe que j'ai précédemment créée, ELS quasi permanent. La valeur proposée ici, UZ, sans rien changer d'autre, je vais directement régénérer les résultats et vous voyez que j'ai des diagrammes en couleur qui s'affichent. Vous avez ici l'échelle des valeurs qui est représentée avec l'unité qui indique que en bleu foncé, nous avons ici une déformation maximale de 2,9 mm. Nous constatons donc que dans le champ de dalle qui est le plus étendu, nous avons le plus de déformation, ce qui est très logique, mais on constate que dans ces deux zones, j'ai également des déformations, et pour pouvoir avoir la valeur de ces déformations, je vais devoir me référer ici à l'échelle visuelle qui est ici représentée. Par contre, je n'ai pas directement une valeur lisible. Pour cela, je peux aller ici dans Configuration du dessin 2D et je vais pouvoir ajouter des extrêmes locaux. Ici, je vais prendre un minimum local. Ici, je vais choisir sa description. Par exemple, étiquette transparente. Et je vais sélectionner ici seulement les extrêmes prononcés. Afin d'appliquer ces changements, je dois cliquer ici sur Régénérer. Vous voyez que maintenant, il m'a indiqué une étiquette là où j'ai les déformations maximales. Alors, cette étiquette-ci n'est pas très lisible. Je vais prendre ici Description. Et j'ai maintenant une étiquette avec un fond blanc qui me permet de mieux lire les résultats. Ces résultats étant négatifs, ici, je vais m'intéresser au résultat minimum de mon enveloppe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en deux dimensions, ça n'est pas comme dans les poutres, où on peut très facilement représenter un minimum et un maximum d'un côté et de l'autre de l'axe, comme on l'a vu pour les poutres. Ici, on est en 2D, donc on n'arrive pas facilement à représenter une valeur minimum et maximum d'un côté et de l'autre de la plaque. La lisibilité deviendrait extrêmement réduite. Ce serait extrêmement difficile à comprendre. Donc ce qui est proposé ici, c'est une enveloppe minimum et une enveloppe maximum. On reviendra sur les enveloppes maximum. Ici, on n'a aucun résultat positif, donc cette enveloppe maximum n'a pas beaucoup de sens. Je vais m'attacher ici aux valeurs minimum. Pour représenter les résultats, je peux également effectuer des coupes dans mes éléments de plaque. Pour cela, je vais aller ici dans Outils, Résultats 2D, et je vais sélectionner Coupe dans une surface. Donc je vais devoir dessiner une coupe et choisir la direction de la coupe. En fait, une coupe, c'est un plan qui va passer par un vecteur. Ici, on définit ce vecteur en X, Y
et Z. Donc ici, mon vecteur, il a une valeur unitaire en Z, c'est-à-dire qu'il est normal au plan X, Y, et donc vertical. Le trait que je vais dessiner va être parcouru par ce vecteur de coupe et il va définir ainsi un plan de coupe. Ici, le dessin, ça va être le dessin du résultat et non pas le sens de la coupe. Vous pouvez dessiner les résultats dans la direction Z ou dans toute autre direction ou selon la configuration du service. C'est généralement l'option que j'utilise. Ainsi, vous allez pouvoir changer le sens du dessin pour chaque type de résultat. Je valide par OK et ici je vais dessiner mes coupes chaque fois au milieu des portées des dalles. Pour cela, je peux activer les paramètres d'accrochage. Ici, je peux choisir point milieu si ce n'est pas déjà activé. Et ainsi, le milieu du bord devient magnétique. Donc je vais dessiner ma première coupe ici, la deuxième dans la deuxième dalle et la troisième dans la troisième dalle, chaque fois en sélectionnant le milieu. Ensuite, ma quatrième coupe, je vais la faire perpendiculairement, toujours au milieu du champ, pour la dalle numéro 2 et pour la dalle numéro 3. Peu importe l'ordre dans lequel vous les dessinez, ça va juste changer la numérotation des coupes, ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, j'ai créé ma coupe exactement au milieu des champs. Si maintenant je retourne dans les résultats, déplacement des nœuds, plutôt que de sélectionner la représentation standard qui nous donnait ces représentations en couleur, je peux maintenant choisir les résultats sur les coupes. Je décoche standard, sinon j'ai tous les résultats qui se superposent. Et lorsque je fais régénérer, j'ai les mêmes résultats, mais uniquement sur ces coupes. L'intérêt, c'est que j'ai une lisibilité un petit peu différente et je peux également sélectionner des extrêmes pour chacune des coupes. Pour plus de liberté, je peux également sélectionner uniquement une des coupes ou plusieurs et ainsi avoir une meilleure lisibilité des résultats. Si je m'intéresse maintenant aux réactions d'appui, je vais aller ici dans Appui, Intensité des réactions. Je vérifie que mes résultats sont bien affichés pour mes classes de résultats. Et je vais choisir ici la classe de résultats que j'ai créée moi-même, que j'ai nommée ELU. Je peux faire régénérer et trouver la réaction d'appui maximale. Vous voyez que chaque fois que vous changez de service de résultat, vous avez les paramètres qui se réinitialisent. Si je veux ici un autre extrême que uniquement l'extrême global pour l'ensemble des résultats affichés, je peux ici intervenir et choisir par exemple par élément. Donc pour chacun des bords, il va m'afficher les extrêmes, à savoir un minimum, un maximum. Je peux également intervenir sur la représentation de ces diagrammes en ajoutant par exemple les unités. Je vois donc que j'ai
des réactions d'appui en kilonewtons par mètre. Un petit mot sur ces pics de résultats ici. Vous voyez que j'ai évidemment un effort relativement important ici. Par contre, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cet effort ne se produit que sur une toute petite portion du bord. Donc si je fais la somme de ce qui se passe sur une certaine longueur, mettons 1 mètre par exemple, et ben, je vais avoir une valeur totale de ma réaction d'appui qui n'est pas très importante. Ces pics, il faut donc les considérer avec prudence et ne pas dimensionner vos éléments avec ces pics de résultats. Je vais maintenant m'intéresser aux efforts internes dans mes dalles. À nouveau, je vais sélectionner classe de résultats et élu. Ici, je vais choisir la valeur des résultats, mx. Donc la convention dans SCIA, c'est que le moment qu'on appelle x va tendre les fibres dans la direction x. C'est-à-dire qu'il va me permettre de déterminer l'armature dans le sens x. Si je fais régénérer, vous voyez que j'ai ici des valeurs qui se concentrent particulièrement sur l'appui, parce que j'ai ici mis les résultats négatifs. Si je prends les maximums, je vais voir apparaître mes moments de flexion positifs dans mes champs de dalles. Alors, un petit mot sur la position des résultats. Ici, vous voyez que vous avez sélectionné au nœud moyenne sur macro. C'est ce qu'on souhaite. Dans les éléments finis, lorsqu'ils sont sous forme quadrilatère, vous avez un résultat pour chaque coin de l'élément fini. Ici, vous avez un exemple avec différentes valeurs. Dans ces options ici, vous avez 4 possibilités. Au centre, au nœud, pas de moyenne, au nœud, moyenne et moyenne sur macro. Donc ici, au nœud, pas de moyenne. Vous avez simplement les résultats bruts du calcul. Vous voyez qu'il y a des discontinuités et parfois des effets un tout petit peu bizarres. Le résultat au centre, vous allez faire simplement la moyenne des 4 coins au centre. Vous avez donc quelque chose de discret, c'est-à-dire des valeurs qui sont non continues. Vous avez ce genre de représentation. En faisant la moyenne au nœud, le logiciel va prendre les 4 valeurs des éléments finis qui se trouvent au nœud et il va en faire la moyenne. Vous allez donc avoir quelque chose de lissé. La différence entre moyenne et moyenne sur macro, c'est tout simplement qu'il ne va considérer que l'élément de dalle que vous avez modélisé. Il ne va pas faire la moyenne à travers un bord vis-à-vis d'une autre surface. Ici, dans cet exemple-là, il n'y a qu'une dalle, les résultats sont donc identiques, mais si vous aviez une dalle sur la droite ou sur la gauche, il ferait également la moyenne. La difficulté de cette moyenne à travers les macros est qu'il faut absolument avoir les mêmes propriétés des éléments de part et d'autre de votre joint. Sinon, la moyenne devient absurde. Donc ici, on veut bien au nœud moyenne sur macro. Et ici, j'ai donc mes résultats standards qui sont affichés. Ici, je peux également afficher mes résultats sur les coupes.
À nouveau, je peux changer ici les extrêmes qui sont affichés afin d'avoir un petit peu plus de valeur ou des valeurs un petit peu plus lisibles. Et enfin, je peux avoir les résultats sous une troisième forme, à savoir les résultats sur les bords. Dans cet exemple-là, j'ai ici les mêmes valeurs que les moments standards à cet endroit-là. Vous voyez ici, j'ai moins 16,3 qui est également un bord, donc je retrouve mes moins 16,3 qui sont représentés ici sur les bords. C'est par exemple utile lorsqu'on veut afficher les résultats des efforts tranchants sur les appuis. Je peux avoir ainsi la valeur de l'effort tranchant exactement au bord de mon élément. Avec également l'avantage que je peux choisir des extrêmes locaux ou par élément ou évidemment global, ce qui généralement n'est pas suffisant pour avoir les différents éléments de dimensionnement. N'oubliez pas de sélectionner le minimum et le maximum de l'enveloppe pour couvrir l'ensemble des éléments déterminants pour le dimensionnement. Dans la version 19.1, en environnement de post-traitement standard, j'ai ici en plus de l'enveloppe minimum et maximum, je peux afficher l'extrême absolu. Il va me prendre en valeur absolue les plus grandes valeurs minimum et les plus grandes valeurs maximum. Je vais mettre la vidéo en pause et vous afficher les résultats en environnement de post-traitement standard afin que vous voyez l'effet sur les résultats. Rappelez-vous ici la valeur de l'effort tranchant négatif ici, moins 274, et positif ici, 203. Voici donc en environnement de post-traitement standard les valeurs sur l'effort tranchant, donc toujours le Vx. Ici, l'enveloppe pour l'extrême absolu m'indique à la fois la valeur négative maximale et la valeur positive maximale. Voilà, avec les outils qui vous ont été présentés, vous avez donc de quoi remplir les tableaux de résultats qui vous sont demandés dans l'exercice. Et nous nous tenons évidemment à disposition pour les réponses aux questions par rapport à ces résultats. Merci de votre attention.